Retrouvez le débat de Smart Impact avec Veolia. Comment devenir un éco-communicant? Comment porter ces valeurs de responsabilité, de durabilité auprès des marques? Voilà notre débat tout de suite avec Jean-Luc Chétrit. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le président de l'Union des marques et Thomas Parouti, que ne présente plus, un habitué de Smart Impact, Très heureux d'être là. Mais moi aussi très heureux de vous accueillir de nouveau, fondateur de l'agence Mieux. Peut-être on peut commencer, Thomas, par une définition. C'est quoi pour vous un éco-communicant? Un éco-communicant, c'est un professionnel de la communication qui va comprendre les enjeux de la RSE, qui va donc éco-socio-concevoir sa campagne, c'est-à-dire comment je fais pour ne pas polluer quand je produis ma campagne. Oui, c'est déjà appliquer les principes sur à soi-même, outils, à son agence et aux outils qu'on va mettre en œuvre. Ouais. Et après, évidemment, travailler sur le message, la véracité du message, sur la justesse, sur des preuves réelles. Quand on donne un bénéfice environnemental, il faut évidemment que ce soit prouvé. Sur l'utilisation des labels, il faut prendre un vrai label. Il ne faut pas essayer de faire un logo qui ressemble un petit peu à un label avec un petit drapeau français. Et voilà, donc c'est plein de règles qui sont très importantes. Voilà, et c'est un travail de finesse, de subtilité, mais ça fait partie du professionnalisme aujourd'hui de tous les communicants, parce que sinon ça dérape, c'est excessif, et là c'est des cas de greenwashing. Donc c'est pour ça qu'il faut bien connaître les règles. On y reviendra à ça. Jean-Luc Chétrit, cette idée-là, vous la voyez infuser de plus en plus auprès des marques en général, et vous, c'est peut-être un message que vous faites passer aussi? Oui, moi je crois qu'en effet, il y a un changement qui s'accélère sur la prise de conscience que les marques, les entreprises ont un rôle à jouer dans le changement climatique. Et ce rôle, on disait pendant longtemps qu'il s'agissait de réduire les impacts négatifs de nos activités économiques. Aujourd'hui, les marques sont dans la solution, doivent être dans la solution, et cette prise de conscience, elle va depuis la conception des produits, l'éco-socio-conception des produits, à l'éco-socio-conception des communications. Et donc, quelle que soit sa position dans l'entreprise, eh bien, on a une responsabilité. Et moi, je pense qu'en effet, cette prise de conscience est là, et elle se note à travers le nombre d'entreprises qui désormais l'affirme plus fortement, s'engage. Nous, on a un programme de communication responsable. On a déjà plus de 40 entreprises, grandes entreprises. FAIR, c'est ça? Absolument. Donc FAIR avec un petit E. Voilà. Faire parce qu'il faut faire, parce que c'est ce qu'évoquait Thomas, c'est le danger d'être dans un discours qui peut avoir un risque qui est le greenwashing. Donc il faut être dans l'action, il faut être dans un discours de la preuve. Mais moi, je pense que ça y est, le mouvement est lancé. Est-ce que les fondamentaux de l'attachement à une marque sont en train de changer, Jean-Luc? Oui, les fondamentaux sont en train de changer parce que non seulement on est dans le déclaratif des consommateurs et des clients qui sont aussi des citoyens sur je veux une marque qui s'engage plus, donc je ne vais pas vous abreuver de chiffres, mais toutes les études montrent que, en gros, tous les Français disent les marques doivent s'engager plus pour la planète. Donc ça, c'est le déclaratif. Et puis après, on peut se dire, mais est-ce que dans leurs achats, ça se retrouve. Et désormais, ça se retrouve aussi dans les achats. C'est-à-dire que les marques qui s'engagent, elles ont tendance à avoir des croissances de chiffre d'affaires qui sont supérieures à celles qui ne s'engagent pas et qui sont pas concrètes dans leurs actions. La communication RSE, maintenant, apporte des nouvelles raisons de croire à une promesse de marque. Avant, on achetait un produit pour l'image de marque, le rapport qualité-prix, mais aujourd'hui, il y a plein d'autres assets de marque qui sont liés à la RSE, qui créent la préférence de marque. C'est l'idée d'une communauté de valeurs, en fait. Communauté de valeurs à laquelle je suis prêt à adhérer. Typiquement, Veja, les gens choisissent Veja au départ parce que la basket est cool et c'est leur critère d'achat. Je veux une basket cool, j'achète Veja. Par contre, quand le samedi soir, ils vont dîner chez des potes qui leur disent « Ah, t'as des Veja, t'es vraiment un mec engagé, etc. » Là, ils découvrent tout l'univers de marque et ils deviennent ultra fidèles à Veja. Je crois que je suis venu une quinzaine de fois. Je crois que à chaque fois, j'ai une paire de Veja avec moi. Donc, c'est une marque que je connais un petit peu. Mais typiquement, Patagonia, qui dit « Don't buy the jacket » en 2011. On fait les 10 ans de cette pub dans le New York Times. Donc, ils disent « N'achetez pas ma marque, mon produit. » Et ils parlent de réparabilité, durabilité, etc. En fait, du coup, il y a plein de gens qui deviennent fans de cette marque, qui ne leur dit pas les acheter. Et donc, ça crée une préférence de marque très forte et une fidélisation très forte. La RSE
est un facteur fidélisant très très fort, au-delà de sa réponse nécessaire. Mais ça ne change pas aux campagnes de communication, ça. Le fait de devoir faire émerger finalement des valeurs, donc ça veut dire déjà que l'entreprise les définisse d'une façon cohérente pour ensuite les partager. Ça change quoi la com? Alors, ce que ça change, c'est qu'on réfléchit peut-être un peu plus longtemps avant de communiquer, parce que notamment, on travaille avec toutes les parties prenantes, c'est-à-dire on travaille avec l'interne, on travaille avec des associations, on travaille avec les consommateurs. Moi, ça m'arrive assez souvent, avant de lancer une campagne de communication, d'interroger des associations de consommateurs, des choses comme ça, et qui voient très bien où est-ce qu'il y a le greenwashing et où est-ce qu'il n'y a pas le greenwashing, etc. Donc, travailler avec ces parties prenantes, c'est extrêmement important, et notamment l'interne, qui sont les premiers ambassadeurs. Donc ça change beaucoup, on réfléchit différemment, on discute avec les gens de la RSE, et d'ailleurs, on voit que le lien entre les directions de la com et les directions RSE est trop faible aujourd'hui. Il y a des chiffres, c'est à peu près 40% des boîtes où les deux se parlent. Et c'est vraiment pas assez. Voilà. Et après, ce qui ne change pas, c'est qu'on doit être créatif. Et le message envoyé, on doit créer de la désirabilité. C'est comment on rend le développement durable désirable. Et ça, c'est en créant une émotion. Et c'est pour ça qu'il y a des belles campagnes de communication qui commencent à sortir, où il y a plus d'inclusion sociale. Il y a des marques présentes au sein de l'Union des marques qui créent des belles campagnes, où il y a de la désirabilité. Et il y a des nouveaux critères qui sont inclus dans cette campagne-là. Alors, on trouve quoi, Jean-Luc Chétrit, sur l'échelle de la confiance accordée à une marque? C'est quoi les mots qui vous viennent spontanément, ou ceux qui ressortent des études qui ont été réalisées? Ce qui ressort dans cette échelle de la confiance, c'est la transparence, la sincérité, l'authenticité du discours. On est à la fois dans le désir, mais dans l'utilité. Et donc, être capable, on l'a vu pendant la période de Covid, on y est encore, mais au cœur de cette crise sanitaire inédite, les marques qui ont montré leur empathie, leur capacité à accompagner et à aider, ce sont elles qui construisent la confiance. Alors maintenant, la confiance, c'est une équation qui est difficile à construire et elle est faible. Hein, juste peut-être un mot. Vous dire que aujourd'hui, pour la première fois en 10 ans, la confiance dans les grandes marques est remontée un peu l'année dernière. Elle est montée de 4 points, donc on est à 30%, mais on était presque à 55% il y a 10 ans. Donc ça veut dire que les marques, elles ont perdu pendant de nombreuses années la confiance. Donc on a du travail sur les sujets que j'ai évoqués. Oui, et puis à partir du moment où effectivement ces valeurs, ces transparence, crédibilité, confiance, etc., le greenwashing ou le social washing, il est encore plus dangereux pour une marque. Oui, il est dangereux et il est parfois involontaire. Donc il y a un vrai travail. On l'évoquait, il y a une nécessité de prendre ces sujets avec beaucoup d'expertise, et l'expertise, ça se construit. Donc on n'arrive pas du jour au lendemain à faire des campagnes RSE. C'est à la fois des sujets d'environnement, c'est le greenwashing, mais c'est aussi des sujets de diversité et d'inclusion. Comment les marques, quand elles construisent leur brief, intègrent ces dimensions-là pour que leur film publicitaire ne reflète pas le monde d'il y a 15 ans ou 20 ans, mais le monde d'aujourd'hui ou de demain, ou celui qu'on désire trouver. Et donc il y a un travail collectif. Moi, je vais avoir un discours un peu pro-domo, mais d'une certaine façon, je crois qu'on a cette nécessité avec les agences d'avoir un collectif de marques qui travaillent ensemble. On ne progressera pas sur ces sujets de la responsabilité si on n'a pas du partage d'expérience. Et à un moment, eh bien, nos agences, elles nous aident à construire ça et à progresser. Voilà. Et on va progresser sur le chemin de la responsabilité. Les campagnes seront meilleures dans les mois qui viennent, je n'en doute pas. Ouais, on a un gros défaut, les communicants, c'est qu'on exagère tout. On a été habitué à dire, regardez cette voiture, c'est la meilleure voiture du monde, c'est peut-être le meilleur café du monde, etc. Voilà. Et là, en fait, il faut avoir un discours de vérité, parce qu'en plus, il y a des outils comme Yuka qui vont me dire si vraiment je suis le meilleur café du monde, etc. Donc, et Yuka sur l'alimentaire, Clear Fashion sur le textile, etc. Donc, il faut que les communicants se calment un peu, qui réfléchissent un peu plus, qui soient plus nuancés dans leurs propos. Et l'Union des marques fait un boulot là-dessus d'éducation auprès des marques sur comment on peut être nuancé et séduisant, utile, etc. Voilà, donc il y a un gros boulot qui est fait. Jean-Luc parlait de transparence, c'est quelque chose qui est très attendu. 64% des Français veulent plus de transparence et sont déçus de ne pas avoir assez d'infos, et c'est pour ça que Yuka marche, etc. Et après, il y a un gros sujet aussi sur la cohérence, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire
une promo sur un produit qui a d'un seul coup un bénéfice environnemental, si le reste de la gamme est pas clean, si le reste du process de production est pas bien, si on traite pas les producteurs de lait correctement, etc. Mais Donc, il y a un ou l'autre cohérence. Oui, mais dans votre métier de communicant, est-ce qu'il faut mieux renoncer à certaines campagnes ou à faire la promotion de certaines marques, ou au contraire se dire, même ces marques-là, je dois les accompagner pour les aider à aller sur le meilleur chemin? Ouais, moi, parfois, je conseille à mes clients de ne pas communiquer ou de ne pas communiquer en externe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je travaille avec des grandes marques qui aimeraient prendre la parole sur leur mécénat de compétences. Et en fait, ce n'est pas du tout ce qui est attendu de la part du grand public. Voilà. Quand on est un acteur de l'énergie, de l'alimentaire, etc., dire quelles sont les actions qu'on fait avec les associations, ce n'est pas du tout le message attendu. Donc, on se le dit en interne, on montre qu'on est actif, qu'on est présent dans la société. Mais je leur dis, s'il vous plaît, on ne fait pas de communication externe sur ces propos-là, parce que c'est pas du tout ici que vous êtes attendus, et on fera ça dans quelques années quand on aura déjà pris la parole sur les sujets qui intéressent les consommateurs, les clients, le grand public. Merci beaucoup, merci à tous les deux d'avoir participé à ce débat, c'était passionnant, on pourrait continuer. Vous en êtes tout, tiens, en 2 mots de la Convention 21 des entreprises, là. Ça avance bien? Ouais, ça s'appelle maintenant le Grand Défi. Ah, ça a changé, voilà. Le Grand Défi. C'est le Grand Défi, okay. Et donc il y a des grands cerveaux qui réfléchissent et ça avance bien. Ouais, bon. Il faut inviter Virginie et Jérôme qui portent le projet, et ça avance vite et bien. Bonne nouvelle, on fera ça. On passe à Smart Ideas tout de suite.